Fais gaffe aux touristes, hein, tu vas... Ah, mais justement, en fait, le but de cette conférence, c'est que vous ayez tous le même avis que moi. Donc, comme je veux que vous ayez le même avis que moi, je vais vous faire une petite liste de points communs entre les vampires et les zombies qui vous montrent qu'en fait, même si aujourd'hui, on les considère comme deux créatures différentes, en fait, à la base, c'est le même mythe qui a été utilisé de manière différente. Donc, on va commencer par le premier point, qui est un peu évident. C'est tous les deux des morts qui sont revenus à la vie. Et ce, à cause d'une morsure ou d'un échange de fluide. On est tous d'accord que le zombie d'origine n'était pas comme ça, et que si les méthodes d'infection zombie sont comme ça, c'est parce qu'on s'est tous les cinéastes se sont inspirés du vampire. C'est évident. Donc, ils sont pâles, ils n'ont généralement pas de circulation sanguine. Dommage. Et alors, attends, j'ai dit évolution d'un fantasme. Et en fait, ils sont morts, ils marchent, et éventuellement ils parlent, voire ils pensent. Ça, c'est plus rare. Alors, ensuite, on va parler du terme ghoul, que vous connaissez tous parce qu'on l'utilise tout le temps, autant pour qualifier les zombies que les vampires. C'est quand même assez rigolo, dans la littérature, dans les films, dans tout ce que vous voulez, on a un même terme qui parle des deux. Alors, ça vient d'un terme d'une légende arabe qui parlait d'un démon anthropophage, donc ça peut coller aux deux personnages, et c'est quand même assez marrant de voir qu'ils ont suffisamment d'acquaintance pour qu'on les appelle par le même nom. Donc ils peuvent aussi potentiellement vivre pour toujours, on est d'accord, c'est potentiel, hein, surtout pour les zombies, parce qu'ils ont un peu tendance à moins tenir longtemps. Pour les façons de les tuer, c'est pareil. On a le feu. On va dire que le soleil, c'est pareil, c'est partie du feu. Et on a un coup très précis, un endroit très précis. Donc le cœur pour le vampire et la tête pour le zombie. Donc là, c'est pareil, il y a quand même énormément de parallèles. Ils se nourrissent d'humains vivants. On n'a jamais vu un zombie bouffer un mort ou un vampire prendre le sang sur un mort. Ou alors, vous me parlez du bouquin. Non. Un truc avec les vampires, il le fait et il mange un peu. Oui, justement, ça fait partie de la légende. Et donc, ils se nourrissent généralement d'humains vivants. La plupart du temps, dans le processus, ils les tuent. Et en finalité, souvent, ils les transforment en la même créature qu'eux-mêmes. Et enfin, le dernier point, on a une petite fiche là-dessus qui est très intéressante. Justement, ils sont supposés ne pas avoir d'âme. Ni l'un ni l'autre. En tout cas, dans le mythe d'origine. Donc, vous êtes un peu d'accord avec moi maintenant? Les zombies et les vampires, c'est un peu la même chose quand même. On peut dire oui. Un peu d'accord. Un peu d'accord quand même. Et en fait, c'est parce que les vampires et les zombies nous servent à la même chose. Comme Clémence en parlait tout à l'heure, ça nous sert à cristalliser nos fantasmes. D'abord, on va définir ce que c'est qu'un fantasme. Parce que je veux quand même pas que vous imaginez des choses, surtout avec les zombies. Donc le fantasme, ça vient du grec fantasma, qui veut plus ou moins dire fantôme. Et en psychologie, c'est un terme qu'on utilise pour parler de quelque chose qu'on va inventer, aussi bien pour exprimer un désir refoulé, que pour extérioriser une angoisse. Ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, et en fait on se rend compte qu'à l'origine du mythe, du vampire et du zombie, ils ont servi exactement à cristalliser les mêmes angoisses. C'est les mêmes fantasmes qu'on projetait sur le vampire comme on a pu faire sur le zombie. Avec quelques siècles d'écart en fait, parce que le vampire est quand même beaucoup plus vieux. Donc pareil, j'ai encore une petite liste pour que vous soyez d'accord avec moi. Donc j'en ai listé que 5, parce que bien évidemment, le vampire c'est quand même une des créatures les plus présentes depuis, surtout en Europe. C'est l'une des créatures sur lesquelles on a le plus de peur qui se pose, donc j'en ai vraiment sélectionné que 5 qui me paraissent très importantes. La première va peut-être vous étonner, mais c'est la peur de l'étranger. Donc la xénophobie, tout simple, tout basique. Alors pourquoi le vampire cristallise ça? En fait, souvent dans les histoires de vampires, on se retrouve avec un personnage qui est un étranger, qui arrive à un endroit et qui commence à décimer des gens. Où on a, comme Dracula, etc., un espèce de personnage qui ne fait pas partie du groupe, qui est un peu tout seul dans son château, etc., et pareil, qui va avoir tendance à attaquer les gens.
c'est marrant parce que dans nos traditions, les vampires ne peuvent pas entrer sur les habitants. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était le dernier point. C'est justement, ce qui est marrant, c'est que les vampires, dans le mythe d'origine, ils ne peuvent pas rentrer dans une maison s'ils n'ont pas déjà été invités. Ce qui sous-entend que les gens, finalement, se seraient tous fait bouffer si les zombies étaient des gens qui connaissaient, les vampires étaient des gens qui connaissaient. Donc voilà. Donc, il y a énormément, la xénophobie est très importante autour du vampire. Un peu plus classique, on a la peur de la mort, bien évidemment, et qui, très rapidement, dans le vampire, s'est transformé en quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est pas juste on a peur de mourir, c'est on a peur de mourir et de revenir d'entre les morts, comme tu disais, et de se mettre à attaquer les gens. Et c'est très présent, justement, mais là, c'est même pas dans la littérature que ce soit, c'est dans la culture populaire. Il y a quand même eu une période de l'histoire de l'Europe, notamment dans les pays de l'Est, où les gens enterraient des personnes avec des poids sur le corps, ou carrément un pieu implanté dans le cœur, pour être sûr qu'ils ne reviendraient pas après. Et les vampires, ils hypnotisent les gens. Ça, on trouverait quasiment pas de vampires qui sont pas capables de, au minimum, persuader les gens de quelque chose. Et donc on a effectivement peur qu'un jour on croise un vampire dans un coin et puis après il nous fait faire n'importe quoi. Donc il y a ça aussi, et la dernière, peut-être la plus évidente, c'est la peur du noir. Et parce que finalement le vampire, dans la journée on est un peu tranquille, il peut rien faire, il n'a pas le droit de sortir, tout le monde sauf Robert Pattinson, c'est autre chose. Mais sinon il est dangereux que la nuit, donc c'est là qu'il faut avoir très peur et qu'il faut fermer ses clés et commencer à paniquer. Donc là, c'était vraiment la liste des angoisses qui se rapportent aux vampires. Et on va voir que même si ça ne paraît pas évident pour toutes, elle se rapporte aussi aux zombies. Donc déjà, la peur de l'étranger, je pense que c'était la plus évidente pour moi, en tout cas, par rapport aux zombies. Si vous avez vu un ou plusieurs films de Romero, sauf les deux derniers, non, même pas les deux derniers, c'est la peur de l'autre qui est au cœur de toute cette saga des zombies. C'est-à-dire le côté, il est comme moi, mais en fait il n'est pas comme moi, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je le tue? Est-ce qu'il faut que... Donc toute cette question-là, c'est une façon évidente de remettre en cause la xénophobie des gens. C'est de toute façon, dans tous les films de Romero, vous trouvez un moment un personnage qui va dire, oui, c'est des gens comme nous. D'accord, ils sont morts, ils veulent nous bouffer, mais c'est des gens comme nous. Donc il y a cette réflexion-là dans le zombie, et ça répond énormément dans les films de Romero, mais on trouve quand même cette influence-là un peu ailleurs. Ensuite, on a la peur de la mort. On a la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film de zombie où il y a un mec qui se suicide parce qu'il n'a pas envie de devenir un zombie, quoi. À part toi. D'accord. Oui, bon, c'est vrai, d'accord. Mais c'est vrai que les 3/4 du temps, le mec il préfère se tirer une balle dans la tête plutôt que de devenir un zombie, quoi. Ça fait encore plus peur de se dire on va devenir une créature horrible. Voilà. Perdre le contrôle, je pense que j'ai pas besoin voilà, ça c'est évident. Et la peur du noir, alors ce qui est marrant, c'est que la peur du noir, théoriquement, n'a aucun rapport avec les zombies. D'accord. Il y a quelques films qui disent, ouais, bon, le zombie, il a les pupilles sensibles, donc du coup, il a un peu peur du jour, etc. Mais globalement, les 3/4 du temps, les films de zombies, les pires scènes, elles se déroulent de nuit. C'est marrant, ça joue juste sur une peur ancestrale qu'on a, et donc on a souvent, vous avez pas peur d'un zombie, vous imaginez jamais que votre maison va être attaquée par les zombies le matin quand vous prenez le petit-déj. C'est un truc, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Bref, donc, maintenant que je vous ai mis d'accord avec moi pour ce second point. Là, tu nous fais la peur de la manipulation après ta conférence. Exactement. Alors, je vais vous expliquer en quoi, justement, je considère que le zombie résulte d'un glissement du fantasme qui était autrefois sur le vampire et aujourd'hui qui est sur le zombie. Et pourquoi ça craint pour le zombie, justement. Alors déjà, par rapport aux vampires, vous avez vu donc, ce qui nous angoisse, en tout cas ce qui angoissait les gens quand ils ont créé les premiers vampires, c'était ce que je vous ai listé jusque-là. Est-ce que ça correspond à l'image à peu près du vampire aujourd'hui? Je veux dire, plus personne n'a fait un vampire. Non mais on est d'accord, vous avez fait des cauchemars, vous vous faites attaquer par des... Non mais justement, je vais vous dire. Et en fait, le truc c'est que justement, ce qui ne nous fait plus peur, ça finit par nous exciter.
Ce qui fait que le vampire est devenu au fil du temps un objet de fantasme, mais le deuxième point. Donc on se retrouve avec un personnage qui nous offre la tentation de l'immortalité. Imaginez, vous êtes une gamine, vous êtes romantique. Putain, le vampire, je vais pouvoir vivre toute ma vie avec lui et ma vie elle s'arrête pas, c'est génial. Et bon voilà, et donc là on commence à se dire finalement j'en ai foutre de devoir bouffer des gens pour rester immortel, c'est trop cool de rester immortel en fait. Donc il y a ça qui rend le vampire très sexy. Il y a aussi le fait qu'il est extrêmement puissant. Dans les légendes d'origine, on dit que le vampire a la force de 10 hommes. Ce qui faisait peur, ce qui terrifiait les gens à une époque, aujourd'hui on dit mais alors si je fais d'un vampire mon petit copain, il va pouvoir me protéger avec la force de 10 hommes, c'est génial. Donc là c'est pareil, on a encore un petit peu glissé. Et alors il y a une petite nouveauté aussi qui a commencé à apparaître dans les bouquins d'Anne Rice et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans la littérature sur les vampires. C'est le côté je vais protéger cette pauvre créature. Mais oui, parce que le vampire est une pauvre créature. Il souffre, c'est horrible de devoir tuer des gens pour pouvoir vivre éternellement. Vous vous rendez pas compte, le pauvre chéri, quoi. Voilà. Et donc ça aussi, ça en fait un objet de désir. Alors essentiellement pour les femmes, parce que le vampire est un personnage particulièrement masculin, mais on trouve aussi ses équivalents chez les filles. Donc, le vampire a commencé à avoir une image plus édulcorée, on a commencé à y transférer d'autres types de fantasmes dessus, donc il nous fait plus peur. Il fallait bien qu'une créature nous fasse peur, c'est le zombie. Sauf que le problème, c'est que chez le zombie, on commence à apercevoir le même glissement, mais sauf qu'il est beaucoup plus rapide, parce qu'en gros, le zombie, on peut dire qu'il date de la fin du 19e siècle, début du 20e, puisque même à l'outil, finalement, quand on regarde bien l'invention du zombie, elle date de la colonisation, elle date pas vraiment d'avant. On parlerait tout à l'heure, justement. Et donc, du coup, on a ce personnage qui est extrêmement moderne, mais qui commence à dériver comme le vampire, beaucoup plus rapidement. Alors, mais où est le désir chez le zombie? Voilà. Sur Internet. Alors, bon, déjà... oui, il faut quand même repréciser une chose, c'est que dans les films de zombies qui ont été faits dans les années 80-90, il y en a une énorme quantité qui virent sur le porno ou qui sont ouvertement porno, ce qui indique quand même qu'il y a déjà eu un certain glissement. Mais bon, c'est normal. La revanche des zombies le porno, partouzeurs. Mais il y a aussi un nouveau fantasme contestataire qui s'accroche aux zombies, et donc là qui est plus proche finalement du désir refoulé. Donc on ne rappellera jamais assez, Night of the Living Dead qui date de 1968. Il était inscrit dans toute un ensemble de cultures contestataires. Même si Romero en lui-même n'était pas un révolutionnaire ou quoi que ce soit, il a forcément une volonté révolutionnaire parce qu'il était à cette époque-là, à ce moment-là. Donc le zombie, c'est un peu la liberté en fait. C'est un peu le côté que ce soit parce que la masse de zombies va envahir le monde et qu'en fait on va se retrouver tout seul sans état, vraiment côté réalisation du fantasme anarchiste, etc. Ou alors je deviens un zombie et je suis libre de faire absolument ce que je veux. Donc mine de rien, il y a ce fantasme-là aussi qui est très très important. Voilà, exactement. T'as tout ce délire de libération voilà, des mœurs, etc. D'ailleurs, qui prolonge celui du vampire, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu de la littérature vampirique du 19e siècle, mais en fait, le vampire, c'était quasiment un incube, en fait, à l'époque. Hein. C'était la créature avec laquelle vous pouviez réaliser tout le fantasme. Hein. Les vampires, ils sont, les trois quarts du temps, ils sont bisexuels ou homosexuels, ou ils passent limite plus de temps à séduire les gens qu'à les bouffer. Bonjour. Et donc voilà, on se retrouve avec exactement cette même idée de liberté, donc c'est la liberté sexuelle par rapport au vampire. Là, on a la liberté tout court pour le zombie. Et donc, je parlais de fantasme. Et il se trouve que vous rigoliez tout à l'heure quand on disait ouais, le fantasme sur les zombies, c'est n'importe quoi. Bah non, en fait. De plus en plus, vous allez avoir des gens. C'est ma même maman. Ça va être horrible de perdre la main de cette
conférence de Noël. Ils en est tous avec toi. On rigolera pas. Donc, oui, le zombie comme fantasme sexuel, ça existe. Donc, on vous a voir tout à l'heure des livres enfin, voilà, qui sont sortis en même temps que la mode des zombies, etc. Donc, qui parlent clairement de zombies qui ont des capacités, en tout cas, dans la matière. Et qui surtout qui se coupent des copines ou des copains très facilement. Il y en a même qui sont carrément sexy. On a les personnages, par exemple, dans le comic book iZombie, qui est l'héroïne, franchement, on s'en fout, il y a beaucoup de cerveau, quand même, super canon. Donc le zombie commence à être un personnage avec lequel on peut envisager une relation à long terme. Jusqu'à ce qu'il y ait trop faim et puis voilà. Mais toujours avec ce côté dangereux qu'il y a dans la relation entre le zombie et le vampire finalement. Donc on a bien évidemment cité le cinéma d'horreur avec pornographie, qui bien évidemment lui aussi connaît un sacré boom. Et puis dans un registre un peu plus soft, quand même, on a un zombie qui s'humanise, puisque c'est quand même Romero qui a lancé cette vague du zombie à visage un peu humain. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vu Le jour des morts vivants, Day of the Dead. Bon, et ben, je pense que la plupart des gens qui ont vu Day of the Dead, en voyant le zombie qui sert d'expérimentation et qui devient de plus en plus humain au fur et à mesure qu'on l'observe, on se prend limite à dire « Oh, il est mignon, je l'aurais bien comme animal de compagnie, en fait. » Et c'est quelque chose qui commence à devenir un peu le concurrent du zombie fantasme, c'est-à-dire, on l'a vu dans Shaun of the Dead, par exemple, on tous d'abord un zombie qui est là juste pour jouer avec les jeux vidéo, avec nous, quoi. C'est pas grave, justement, on le bat facilement. Et donc voilà, et le zombie devient de plus en plus une personne comme les autres, en fait. Et c'est peut-être ça qui est un peu inquiétant, parce que ça veut dire qu'il va falloir créer une nouvelle créature pour y projeter nos nouvelles angoisses, nos futures angoisses, parce que le zombie n'est plus vraiment très peur. Il y a Cthulhu Tag. C'est ça, le projet de Cthulhu. Et en quoi c'est inquiétant quand on voit ces nouvelles créatures? Parce que finalement, c'est quand même un peu dommage pour le zombie, qui était une créature qui avait quand même un énorme potentiel pour le film d'horreur. Mais bon, mais le vampire, on a fait le deuil il y a 10 ans, tu vois. Voilà. Non, mais au moins, tu vois, t'as lu le premier tome de Twilight, t'as fait ton deuil du vampire, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Pour le zombie, ça va être un peu plus compliqué, parce que il y a quand même une forte communauté de gens qui aiment les films d'horreur de vampires et de zombies, on va dire, qui font peur et qui sont là juste pour faire peur. Vous êtes triste maintenant? Vous êtes d'accord avec moi? Mais peut-être que la nouvelle créature qui fait peur, justement, ce sera les infectés à la 28 jours plus tard, qui courent vite et qui sont vaguement infectés. C'est pas parce qu'il y a des grosses sociétés de production américaines ou des grosses éditions de livres qui à elles seules peuvent démontrer un genre. Enfin aujourd'hui, le problème actuel, mon mythe vampire, ça date depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est une production, c'est un gros problème. Entre leur Twilight à 2 balles et Warm Bodies qui va sortir l'année prochaine, ils vont juste détruire zombies et vampires, ils vont faire les deux d'un coup, quoi. Mais après j'espère, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais j'espère que ce genre de production ne peuvent pas à elles seules. Il va y avoir toujours des voies de détour, des évolutions des créatures. Ah mais bien sûr, mais comme pour le vampire, il y a toujours des mecs, on parlait tout à l'heure de Ben Temple Smith qui a fait une série de comics où le vampire, je suis désolée, il a foutu la trouille dans ces comics-là, il est idéal pour les ambiances. On a des mecs comme Clive Barker qui sont toujours capables de te faire peur avec un vampire, de toute façon il va te faire peur avec une cuillère. Mais il y a toujours des gens, bien évidemment, mais globalement, l'image populaire de la créature, elle s'édulcore en fait. Et c'est ça qui est un peu inquiétant parce que du coup, avec les vampires aujourd'hui, tu te retrouves avec des maisons de production qui vont trouver ça génial de faire du Vampire Diaries. Finalement,
les histoires un peu qui font peur, vont dire ouais mais c'est un peu dépassé et tout, et donc ils vont peut-être plus facilement abandonner ces projets-là ou les laisser uniquement au cinéma indépendant qui n'est pas forcément toujours adapté pour faire des belles choses. Donc ça reste un risque quand même pour le genre, je pense. Mais ce n'est que mon point de vue et je me projette à l'avenir et si ça se trouve on va avoir des putains de films de zombies dans les années à venir. D'accord, je pense que oui, ça va. Enfin, ce sera pas le vampire et les zombies d'autrefois. Après, si tu veux, j'ai du mal. Pour le vampire et les zombies, je pense que c'est vraiment, même si ça a des points de similitude et ça vient des mêmes peurs, je pense que c'est deux créatures qui ont une mythologie derrière qui est différente. Et par exemple, justement, comme tu parlais du désir sexuel par rapport au vampire, enfin, ça a été quelque chose qui a été inclus dans le vampire vachement tôt. Le désir que le vampire a de boire du sang, c'est limite un désir sexuel, et ça dès le départ. Quand il voit l'énergie vitale, c'est quand même l'acte de morsure est un acte sexuel. Oui, non, mais bien sûr. Et inversement, mais c'est quand même une image qui est très proche du romantisme en fait. Oui, mais parce que le vampire est une figure romantique, c'est pas une figure du 19e siècle. Mais avant d'arriver dans le. Le vampire chasse par un jeu de séduction, enfin le vampire est toujours. Oui, mais justement, c'est ce que je disais, c'est né au 19e siècle, et c'est le moment où le vampire justement a commencé à changer. Mais il continue à faire peur. Tu regardes le Nosferatu de Murnau, c'est une figure extrêmement effrayante. Oui, bien sûr. C'est quand même c'est moderne, les années 20. Oui, c'est du cinéma, mais. Ah oui, non, mais vous êtes d'accord. C'est pas parce que c'est pas obligé de faire du Twilight, on est d'accord. Il peut y avoir. C'est bon d'être un vampire sexy, mais après il y a Christopher Lee qui reprend le rôle de Dracula et qui continue à être un personnage qui fait peur et en même temps qui a un rôle érotique. Ça peut très bien être ça. D'ailleurs, regarde, justement, Dracula, le personnage, même. Ah oui, c'est sûr, mais en tout cas dans la littérature, ça a pas tardé à rattraper aussi.